Bonjour tout le monde, je vais vous présenter dans cette séquence vidéo le mécanisme d'action de la cellule cible par les hormones. On va classer en premier lieu les récepteurs en fonction de leur localisation cellulaire. Vous avez des récepteurs membranaires qui fixent les hormones hydrophiles et les récepteurs nucléaires qui fixent ou qui interagissent avec les hormones hydrophiles. Ces récepteurs membranaires sont caractérisés, premièrement, ce sont des protéines ancrées dans la membrane plasmique de la cellule cible, c'est-à-dire ils sont insérés à l'intérieur de la bicouche lipidique et ils interagissent avec des hormones hydrophiles. Parmi ces hormones hydrophiles, vous avez les hormones polypeptidiques qui sont de nature protéique et vous avez les catécholamines qui sont par contre des hormones amines, c'est-à-dire sont synthétisées à partir d'un acide aminé qui est la tyrosine. Ces récepteurs possèdent trois domaines. Vous avez un domaine extracellulaire qui est hydrophile du côté liquide, un domaine transmembranaire. Alors ce domaine, c'est la plus grande partie de ce récepteur qui est par contre hydrophobe, et vous avez un domaine intracellulaire qui est également hydrophile comme le domaine extracellulaire. Ça c'est pour les différentes parties qui composent le récepteur membranaire. Maintenant, comment ces récepteurs membranaires arrivent à transmettre un signal à l'intérieur de la cellule cible? Alors, vous avez trois grandes familles de ces récepteurs. Vous avez des récepteurs qui sont couplés aux protéines G, donc RCPG, ces récepteurs couplés aux protéines G. Vous avez des récepteurs à activité enzymatique, ils se comportent comme des enzymes, et vous avez des récepteurs ionotropiques. Ce sont des récepteurs qui, lorsqu'ils fixent l'hormone, vont contrôler des canaux ioniques. Donc, ils vont contrôler le passage des ions à travers la membrane plasmique. Ça, ce sont les trois grandes familles des récepteurs membranaires. Alors, on va commencer par cela, par les récepteurs qui sont couplés aux protéines G. Avant de parler de ce mécanisme d'action, on va parler un petit peu de la structure moléculaire de cette protéine G. Comme vous voyez, elle est constituée de trois sous-unités. Vous avez la alpha, la bêta et la gamma. La particularité de la sous-unité alpha, c'est qu'elle est liée au GDP au repos. Donc, au repos, avant la fixation de l'hormone sur son récepteur, cette sous-unité alpha est attachée au GDP. Vous avez environ 20 différentes sous-unités alpha qui peuvent se classer parmi les principales familles suivantes. Alors, vous avez la G-alpha-S ou simplement la GS. C'est une protéine G qui provoque une activation de l'adénylcyclase. On verra tout à l'heure qu'est-ce qu'elle fait l'adénylcyclase. Vous avez également une protéine G-alpha-I ou simplement GI. Cette protéine G ou cette sous-unité alpha de la protéine G est par contre un inhibiteur de l'adénylcyclase. Alors cette adénylcyclase, c'est une enzyme membranaire. Vous avez également la GQ qui stimule la phospholipase C. Vous avez la G-olf ou olfacteur associé au récepteur olfactif. Vous avez la GT ou transducine qui transducte les signaux visuels dans la rétine. G12-13, elle est très importante pour réguler le cytosquelette, les jonctions cellulaires et les autres processus liés au mouvement.
Donc, dans notre cas, on va prendre deux exemples. On va prendre la GS stimulatrice et on va prendre également la GQ qui stimule la phospholipase C. Donc, on a la phospholipase C qui est également une enzyme membranaire et l'adénylcyclase, pareil, enzyme membranaire. Ces deux enzymes, lorsqu'elles sont activées par la GS et la GQ, elles vont provoquer la production d'un second messager. On verra ça tout à l'heure. Alors, ces récepteurs qui sont couplés à la protéine G. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va prendre deux exemples, donc, deux effecteurs. Vous avez l'adénylcyclase et la phospholipase. C'est ce que je disais tout à l'heure. Alors, là, ce sont des exemples d'hormones qui peuvent entraîner l'activation de l'adénylcyclase. Et là, ce sont d'autres exemples d'hormones qui vont activer par contre la phospholipase C. Donc, chaque hormone, elle a son mécanisme d'action qui lui est propre. Donc, si l'adrénaline active l'adénylcyclase, elle ne va pas activer la phospholipase et vice-versa. Si l'angiotensine 2 active la phospholipase, elle ne va pas activer l'adénylcyclase. Donc, chaque hormone, elle a son propre mécanisme d'action. Là, ce que vous voyez ici, ça c'est le mécanisme d'action qui va entraîner l'activation de la protéine GS. On va détailler ce mécanisme d'action. Vous avez donc en vert ici le récepteur hein, qui est à l'état de repos. Il n'a pas encore fixé l'hormone. Vous avez ici la protéine G, hein, qui est formée de trois sous-unités, comme on a dit tout à l'heure, la alpha, la bêta et la gamma, et la alpha est liée au GDP. Et là, c'est l'effecteur. L'effecteur, dans notre cas, c'est l'adénylcyclase. Ça, c'est à l'état de repos. Maintenant, quand il y a une activation du récepteur, c'est-à-dire fixation du ligand sur le récepteur. C'est ça l'activation. Donc, quand le ligand se fixe sur son récepteur, qu'est-ce qui va se passer? Il y a l'interaction de ce complexe récepteur-ligand avec la protéine G. Alors, qu'est-ce qui se passe quand il y a cette interaction entre ce complexe et la protéine G? Alors, vous avez ici, comme vous voyez ici, vous avez la alpha qui va libérer le GDP et elle va fixer à sa place le GTP. Cette activation de la sous-unité va entraîner quoi? Elle va entraîner, comme ici, comme vous voyez ici, la séparation de la sous-unité alpha liée à son GTP du complexe. Avant, c'était comme ça. Alpha, bêta, gamma. Hein, elle était liée au GDP, la alpha. Elle a libéré ce GDP, elle a fixé le GTP. Et puis, cette sous-unité alpha s'est séparée de ce complexe, comme vous voyez ici. Elle s'est séparée en étant toujours liée au GDP. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va stimuler l'effecteur. L'effecteur qui est l'adénylcyclase. Après, qu'est-ce qui se passe? Ce groupement, cette sous-unité alpha, c'est-à-dire une fois l'activation est arrêtée, c'est-à-dire une fois le ligand se sépare du récepteur. Cette sous-unité alpha, elle a une activité enzymatique, donc elle va dégrader le GTP. Elle va dégrader le GDP, elle va le transformer en GDP. Et de nouveau, lorsqu'elle fixe, elle a transformé le GTP en GDP, elle aura tendance à s'associer
avec le groupe. Donc ici, vous avez le groupe alpha, bêta et gamma. Et ça, c'est le cycle, tout ça, c'est le cycle d'activation et d'inactivation de la protéine G. Maintenant, qu'est-ce qui se passe par la suite? Une fois cet effecteur, qui est l'adénocyclase, est activé, qu'est-ce qui se passe? Alors, vous avez, comme on a dit tout à l'heure, l'adénocyclase qui est là. Vous avez la GS qui a fixé le GTP et elle a libéré le GDP. Elle a activé l'effecteur qui est l'adénocyclase ici, en mauve. Qu'est-ce qu'elle va faire cette adénocyclase? Elle va transformer l'ATP en AMP. Et cette AMP cyclique va transformer, lui, la protéine kinase inactive en protéine kinase active. Bien sûr, il faut que l'AMP cyclique atteigne une certaine concentration pour qu'il puisse transformer une protéine inactive en protéine active. Cette protéine kinase, avant l'activation, elle est comme ça. Elle est formée de 4 sous-unités. Elle est formée de 2 sous-unités régulatrices et 2 sous-unités catalytiques qui sont bien sûr inactives. On a dit ça, c'est avant la stimulation. Alors, quand l'AMP cyclique va atteindre la concentration seuil qui va lui permettre d'activer cette protéine kinase A. A, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est AMP cyclique dépendante. Elle dépend de cette AMP cyclique pour qu'elle soit activée. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? L'AMP cyclique, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se fixer à ce niveau-là. Donc, 2 AMP cycliques se fixent sur cette sous-unité, les 2 autres sur la deuxième. En ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Vous avez les 2 sous-unités catalytiques qui étaient inactives deviennent actives. Alors, ces sous-unités, qu'est-ce qu'elles font? Généralement, elles vont phosphoryler les enzymes du métabolisme. Donc, il y a des enzymes qui doivent être phosphorylées pour qu'elles puissent agir sur leur substrat. Cette concentration d'AMP cyclique qu'on avait vu tout à l'heure, donc elle provient d'où? Elle provient de la dégradation de l'ATP par l'adénocyclase. Cette concentration, elle dépend aussi d'une deuxième enzyme qui est la phosphodiesterase. Donc, vous avez 2 enzymes qui interviennent pour réguler la concentration de l'AMP cyclique cellulaire. L'adénocyclase, bien sûr, qui a été activée par la protéine G, va augmenter sa concentration. Par contre, la phosphodiesterase va le transformer en AMP cyclique, en AMP non cyclique. C'est un mécanisme qui permet bien sûr de contrôler l'activation de la cellule cible. Maintenant, ça c'est un deuxième type d'activation de récepteurs qui interagissent avec une protéine G, mais cette fois-ci, ce n'est pas la alpha S, mais c'est la GQ. Alors, cette protéine G, elle va stimuler la phospholipase C. Là aussi, c'est une protéine, une enzyme qui est membranaire. Cette phospholipase C, qui est activée par la protéine GQ, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va agir sur un phospholipide membranaire, appelé le phosphatidylinositol diphosphate. C'est un phospholipide membranaire. Quand la phospholipase C agit sur ce phospholipide membranaire, elle va le cliver en 2. Elle va le diviser en 2. Elle va donner comme second messager le DAG et
elle va donner également un deuxième second messager, l'IP3. Alors, j'ai oublié de vous dire une chose, c'est que cet AMP cyclique, dans ce cas-là, c'est un second messager. Donc, l'hormone, c'est le premier messager, et l'AMP cyclique, c'est un second messager. Là, pareil, vous avez le DHG, l'hormone, c'est le premier messager, le DHG, c'est un second messager. L'IP3, pareil, c'est un second messager. Ces seconds messagers, donc, ils sont internes, ils sont à l'intérieur de la cellule. Le premier messager ne peut pas rentrer, donc il possède un récepteur membranaire, il va transférer un signal. Ce signal, c'est quoi? C'est le second messager, c'est l'IP3 et le DHG. Qu'est-ce qu'ils font ces deux seconds messagers? Le premier, le DHG, il va activer une protéine kinase C. Cette protéine kinase C va transformer une protéine en protéine phosphorylée. Alors, vous voyez ici en jaune, ça veut dire une protéine phosphorylée. Et cette protéine phosphorylée, soit est activée, soit elle est inactivée par ce moyen de phosphorylation. Et c'est une enzyme, bien sûr, qui intervient dans un métabolisme cellulaire. Soit elle est activée, soit inactivée. L'IP3, qu'est-ce qu'il fait lui? Il va entraîner l'ouverture d'un canal calcique. Le canal, bien sûr, ce canal, il va se trouver où? Généralement, on le retrouve dans le réticulum endoplasmique, dans la mitochondrie, etc. L'essentiel, il y a une sortie de ces organites vers le cytosol. La concentration du calcium va augmenter dans le cytosol. Qu'est-ce qu'il va faire ce calcium? Il va activer cette protéine qu'on appelle la calmoduline. Donc, c'est une calmoduline CA2+ dépendante. Cette calmoduline, qu'est-ce qu'elle fait une fois à fixer le calcium? Elle va activer une protéine kinase calmoduline dépendante. Donc, cette protéine kinase, elle dépend de la calmoduline. CAM, ça veut dire calmoduline. Une fois cette protéine ou cette enzyme est activée par cette calmoduline, elle aussi, elle va transformer une protéine non phosphorylée en protéine phosphorylée. Et cette protéine, c'est une enzyme. Donc, une fois elle a fixé le phosphore, son activité va être régulée, soit dans le sens d'une augmentation, soit dans le sens d'une diminution. L'essentiel, c'est une enzyme du métabolisme cellulaire. Là, c'est une diapo qui vous présente les différents types de seconds messagers qui peuvent être formés lors de la fixation d'une hormone. On a parlé de l'AMP cyclique comme second messager. On a parlé également du DHG et on a parlé également l'IP3. L'IP3 qui va activer cette calmoduline CA2+ dépendante. Alors là, vous avez la protéine kinase qui sera activée par l'AMP cyclique, ce qu'on avait vu tout à l'heure. Donc vous avez deux sous-unités régulatrices, deux sous-unités catalytiques. Quand elle fixe 4 molécules d'AMP cyclique, elle va libérer ces deux sous-unités catalytiques en jaune qui sont là. Et ces sous-unités catalytiques, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont transformer une enzyme en enzyme phosphorylée. Et comme je répète, cette phosphorylation peut entraîner soit l'activation de cette enzyme, soit son inhibition. Vous avez l'APK, la calmoduline CA2+ dépendante, qui va m'activer aussi une protéine kinase. Alors celle-ci, elle est formée d'une unité régulatrice et unité catalytique. Cette protéine K va
Également, lorsqu'elle fixe le calcium, les deux sous-unités vont se séparer. La sous-unité catalytique va transformer, pareil, une enzyme non phosphorylée en enzyme phosphorylée. Le troisième type de second messager, vous avez la protéine kinase C, qui est activée bien sûr par le DAG. Alors cette protéine kinase va, pareil, va se dissocier. La partie catalytique va agir sur des enzymes en les phosphorylant. Ça, ce sont les trois types d'activation des protéines kinases. Vous avez également un autre type de récepteur membranaire, mais cette fois-ci, c'est un récepteur à activité enzymatique. Ça veut dire que c'est un récepteur qui, lorsqu'il fixe une hormone, va se comporter comme une enzyme. Donc, il a deux fonctions en réalité. Vous avez la fonction réceptrice et une fonction enzymatique. Parmi ces récepteurs à activité enzymatique, vous avez les récepteurs à activité tyrosine kinase, récepteurs de l'insuline. Alors, c'est cet exemple-là que j'ai pris dans le polycope. Vous avez les récepteurs à activité guanécyclase produisant du GMP cyclique, récepteur à l'AMP, artériel natriurétique peptide, et vous avez les récepteurs à activité tyrosine phosphatase C. Donc, au niveau de votre polycope, j'ai pris comme exemple les récepteurs à activité tyrosine kinase, le cas du récepteur à l'insuline. Alors, ce récepteur, qu'est-ce qu'il fait? Alors, vous voyez ici l'insuline. Et là, c'est le récepteur. Ces numéros-là, ce sont les numéros des acides aminés qui vont subir la phosphorylation, ou qui sont phosphorylés plutôt. Alors, vous avez cette insuline-là, quand elle se fixe sur son récepteur, bon là c'est un peu détaillé, j'ai simplifié dans votre polycope, j'ai dit que ce récepteur quand il fixe l'hormone, il s'autophosphoryle, donc il y a une autophosphorylation et cette autophosphorylation, comme vous voyez ici, elle va entraîner quoi? Elle va entraîner la phosphorylation d'autres enzymes du métabolisme. Et ces enzymes du métabolisme interviennent soit dans la synthèse du glycogène, soit dans la synthèse des lipides, soit la synthèse des protéines ou l'entrée du glucose. Donc l'insuline, elle va réguler ce métabolisme en phosphorylant des enzymes intervenant dans ces différentes fonctions. Ça, c'est pour les récepteurs à activité enzymatique. Donc, d'un côté, il fixe l'hormone et de l'autre côté, il phosphoryle les enzymes du métabolisme. Le troisième type de récepteur membranaire, vous avez des récepteurs ionotropiques. En réalité, ce type de récepteur, je ne l'ai pas mentionné dans votre polycope, mais il vaut mieux avoir une idée sur ça. Alors, c'est toujours des récepteurs membranaires qui fixent un ligand. Ce ligand va activer une protéine G. Cette protéine G va activer l'adénocyclase qui va transformer l'ATP en AMP cyclique. L'AMP cyclique, à ce moment-là, il ne va pas activer l'APCAM, par contre, il va se fixer sur un canal ionique, et ce canal, bien sûr, il va, quand il s'ouvre, il va laisser passer les ions. Ça, c'est dans le cas où la molécule ou le ligand va contrôler le fonctionnement des canaux ioniques. Maintenant, on va parler d'un deuxième type de récepteur qui est le récepteur intracellulaire. Tout à l'heure, on avait parlé des récepteurs membranaires. On a dit que c'est des récepteurs qui fixent les hormones hydrosolubles qui ne peuvent pas traverser la membrane. Donc, il faut qu'elles aient leur récepteur au niveau de la membrane plasmique. Et donc, l'hormone est considérée comme un premier signal.
Et une fois elle se fixe sur le récepteur, elle va entraîner la production d'un second messager. Ça, c'est dans le cas d'une hormone hydrosoluble. Maintenant, dans le cas d'une hormone liposoluble. Alors, l'hormone liposoluble, comme les stéroïdes, qu'on voyait ici, les hormones stéroïdes, et vous avez les hormones thyroïdiennes. Ces deux types d'hormones, comme elles sont liposolubles, elles peuvent traverser la membrane plasmique. Donc, elles n'ont pas besoin d'avoir un récepteur membranaire. Le premier cas possède des récepteurs cytoplasmiques et les hormones thyroïdiennes possèdent des récepteurs au niveau du noyau. Ces hormones, quand elles se fixent sur leur récepteur, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont activer le récepteur. Donc, récepteur activé. Ce récepteur activé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va être transféré vers l'ADN. Alors, l'ADN est considéré comme le promoteur. Donc, c'est quoi le promoteur? C'est une partie du gène qui régule son expression. La fixation du complexe hormone-récepteur sur cette partie-là, qui est le promoteur, HRE, modifie le taux de transcription de ce gène. On a un ARN messager. Ça, c'est comment fonctionne un récepteur intracellulaire. Alors, voyons maintenant le détail. Alors, vous avez ici le milieu extracellulaire. Ce trait-là représente la membrane plasmique. Là, vous avez le cytosol et ici, tout ça, c'est le noyau. Là, c'est l'enveloppe nucléaire. Ici, dans le milieu extracellulaire, on a dit que tout ce qui est liposoluble est transporté, attaché à des protéines. Vous voyez ici, donc vous avez cette protéine et là, c'est l'hormone liposoluble. Quand ce complexe arrive au niveau de la cellule cible, il y a une dissociation. Donc l'hormone doit être libérée pour qu'elle puisse traverser la membrane plasmique. Alors une fois elle traverse, on a pris l'exemple d'androgènes. Ce sont les androgènes. Qu'est-ce qu'elle fait cette hormone? Elle va passer directement vers, comme vous voyez ici, à travers les pores, vers le noyau. Voilà, bien sûr, c'est le cas d'une hormone qui possède un récepteur nucléaire. Vous avez ce récepteur, il est bloqué par la PAR. Alors, soit on l'appelle la PAR, soit elle est appelée la HSP 90, comme c'est mentionné sur votre polycope. Cette PAR, c'est la HSP 90. Elle bloque le récepteur. Le récepteur, il est inactif sous cet état-là, lorsqu'il fixe cette HSP 90. Alors maintenant, quand l'hormone rentre, ce récepteur va libérer cette protéine, elle est recyclée, et l'hormone va se fixer à ce niveau-là. Il devient actif, le récepteur. Vous voyez, là, le récepteur est inactif. Là, le récepteur devient actif. Donc, il peut se fixer sur le gène. Alors, ça, c'est le domaine de fixation à l'ADN. C'est à ce niveau-là que ce récepteur va se fixer sur l'ADN. Alors, il vient, et là, vous voyez, il s'attache à la région qu'on a appelée tout à l'heure la ERH, la région régulatrice. Et cette région, elle va activer, elle va contrôler la transcription d'un gène. Et ce gène, donc lorsqu'il est contrôlé par cette fixation de récepteur avec son hormone, il va transcrire l'ARN messager. Cet ARN messager va passer à travers les pores vers le cytosol où il sera traduit en protéines. Ça, c'est pour le mécanisme d'action des récepteurs nucléaires des hormones stéroïdes, exemple des androgènes.
Maintenant, comment la concentration d'une hormone est contrôlée au niveau sanguin? Alors, vous avez trois types de contrôle. Vous avez, j'ai pris comme exemple la parathormone, hein, la parathyroïde qui sécrète la parathormone. Hein. La parathyroïde, elle est attachée à la thyroïde au niveau du cou. Cette glande, la parathyroïde, est contrôlée par le taux de calcium plasmatique. Lorsque le calcium plasmatique est faible, il va activer cette glande qui va sécréter la parathormone dans la circulation sanguine. Donc vous voyez, c'est une hormone qui est contrôlée par le taux de calcium. C'est comme l'insuline au niveau pancréatique. Hein. Donc l'insuline est également contrôlée par le taux du glucose dans le sang. Vous avez un autre type de régulation. C'est qu'une hormone est contrôlée par une deuxième hormone. Alors, vous avez ici un exemple de l'axe thyroïdien. Vous avez l'hypophyse, sécrétion de TSH par l'hypophyse antérieure dans la circulation sanguine. Et quand l'hormone arrive au niveau de la glande thyroïde, cette glande va sécréter les hormones thyroïdiennes. Donc, ces hormones thyroïdiennes ou la concentration de ces hormones est contrôlée par la concentration de cette hormone. Vous avez un troisième type de contrôle de la sécrétion hormonale, c'est l'activation du système nerveux. Donc, c'est le cas de la médullo-surrénale. Cette médullo-surrénale, elle est purement nerveuse. Vous voyez, vous avez des terminaisons nerveuses et ces terminaisons nerveuses vont contrôler la production de l'adrénaline et de la noradrénaline qui sont également des hormones. Donc, vous avez des hormones régulées par une activité nerveuse, des hormones régulées par une activité également hormonale et vous avez des hormones qui sont régulées par des métabolites, comme le calcium qui régule la parathormone ou le glucose qui régule l'insuline ou le glucagon. Vous avez ici la régulation hormonale par les hormones, c'est-à-dire ce cas-là, j'ai pris ce cas-là, hein, régulation d'une hormone par une autre hormone. Dans ce cas-là, on va parler de ce phénomène de rétrocontrôle, hein, ce qu'on appelle le rétrocontrôle négatif. Là, j'ai pris l'exemple du cortex surrénal. Hein, le cortex surrénal qui va me sécréter le cortisol. Alors, vous avez l'hypothalamus. L'hypothalamus, qu'est-ce qu'il sécrète? Il va produire la CRH dans le système porte. Alors ici, vous avez l'hypothalamus, vous avez ici le système porte. Là, vous avez l'hypophyse. Là, ce sont les vaisseaux sanguins qui vont recevoir cette sécrétion. Là, vous avez la surrénale, hein, qui possède le cortex surrénal, parce qu'on a dit que la surrénale est formée d'une partie médulaire et d'une partie corticale. La partie corticale est appelée cortex surrénal. Et vous avez également la circulation sanguine, et ça, ce sont les cellules cibles. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cet axe-là corticotrope? Alors, vous avez l'hypothalamus sécrète la CRH dans le système porte, ici. Ça, c'est l'hypothalamus, il va sécréter la CRH à ce niveau-là. Alors, cette circulation sanguine va arriver au niveau de l'hypophyse, ici. Elle va arriver au niveau de l'hypophyse. L'hypophyse, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va sécréter la CTH dans la circulation générale. Regardez ici, il y a une sécrétion dans le sang. Elle va arriver au niveau du cortex surrénal, ici. Donc, la CTH, elle va arriver au niveau du cortex surrénal. Qu'est-ce qu'elle fait, cette ACTH, quand elle se lie au cortex surrénal? Elle va entraîner la production du cortisol dans la circulation générale. Donc, le cortex va produire le cortisol dans le sang. Et le cortisol va arriver au niveau des tissus cibles pour donner une réponse. Maintenant, qu'est-ce qui se passe durant cette
activation. Le taux de cortisol va augmenter. Si cette hormone augmente, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va à son tour inhiber l'hypophyse, hein, et elle va inhiber également l'hypothalamus. Donc cette inhibition, que ce soit au niveau hypophysaire ou au niveau hypothalamique, est appelée la longue boucle de rétrocontrôle. C'est le rétrocontrôle négatif. Vous avez également la petite boucle de rétrocontrôle. Alors, ce contrôle-là va s'effectuer au niveau central. Ça veut dire entre l'hypophyse et l'hypothalamus. L'hypophyse qui a sécrété l'ACTH, cette ACTH, quand elle augmente dans le sang, elle va à son tour inhiber la sécrétion de la CRH. Donc, cette ACTH, elle inhibe l'hormone qui a provoqué sa sécrétion. Le cortisol, il va inhiber les hormones qui ont sécrété sa sécrétion, sa libération. Tout ce type de contrôle, c'est ce qu'on appelle le rétrocontrôle négatif. Vous avez la grande boucle ici, donc le cortisol sur l'hypophyse et sur l'hypothalamus, et la petite boucle, l'ACTH, sur l'hypothalamus pour le contrôle de la sécrétion de la CRH. Je vous remercie.